Salut Benoît. Bonjour Festo. Bienvenue. Merci. Dans ce studio Twitch, avec des gens derrière, c'est un peu inquiétant. Parfois, il y aura peut-être des apparitions, là, je crois. J'ai vu une tête de Titeuf, là, qui s'est pointée tout à l'heure. On est là pour parler aujourd'hui de la réception et de l'évolution de la réception, justement, de la culture japonaise en France. Ouais. Alors, c'est un vaste sujet, la culture japonaise, puisqu'en vrai, à quand pourrait-on faire remonter la culture japonaise et la manière dont elle s'est immiscée en France, ça remonte à très très loin. Mais là, nous, on va parler surtout de manga, évidemment. Oui, bien sûr. Donc, on attend un autre invité de marque, une autre invitée de marque, à savoir Brigitte Le Cordier, qui, elle, a vécu ça aussi de façon très personnelle, je crois. Et moi, j'avais une question assez simple. C'est toi, quand tu as commencé, avant d'être éditeur, puisqu'on échangeait un peu en off, comme c'est le cas de toutes les émissions, il y a beaucoup de choses qui se disent en off. Parfois, il y a plus de choses qui se disent en off que pendant l'émission. On va essayer de faire en sorte que ce soit pendant l'émission que ça parle beaucoup. Mais c'est vrai qu'avant d'être éditeur, donc chez Glénat, éditeur historique, éditeur d'Akira, éditeur de Dragon Ball, éditeur de One Piece, éditeur de Tokyo Revengers, bref. J'ai pas besoin de dérouler le CV de Glénat. Tu étais lecteur de manga, évidemment. Oui, j'ai commencé par être lecteur de manga. Donc moi, j'étais dans les années 80, j'étais un enfant, parce que je suis né C'était pas un sujet tabou. Quel âge as-tu? Alors, j'ai 46 ans. Ok. Voilà. Donc tu as vraiment, tu as reçu en pleine poire, en fait, les premiers mangas en France, etc., les fascicules Glénat, en kiosque et tout ça. Oui. C'est-à-dire que lorsque j'étais enfant, les premiers dessins animés qui étaient Goldorak et Candy étaient diffusés sur les chaînes de télévision. Voilà. J'étais encore très petit, je devais avoir 4-5 ans, donc j'ai pas trop regardé. Mais à partir du moment où j'étais à 8-10 ans, c'est là où en fait il y a eu vraiment une vague de dessins animés d'origine japonaise qui ont été publiés, qui ont été diffusés sur différentes chaînes de télévision, dont justement tu parlais dont Dragon Ball. Et ça a été mon premier rapport avec la culture japonaise. Mon premier contact, quoi. Oui, mon premier contact. À l'époque, je ne savais absolument pas que ça venait du Japon ou pas. La preuve, il y avait même certaines séries japonaises qui étaient estampillées IDDH, qui était en fait une sorte de studio de diffusion. Donc on croyait presque que c'était de la production française, donc je n'avais aucune conscience. Mais il y avait énormément de séries comme ça qui étaient diffusées. Et donc, ça a été, on va dire, mon premier contact. Donc, bien évidemment, j'en ai regardé plein. Et à l'époque, je regrettais de ne pas être sur la même zone géographique des vacances scolaires de Paris. Puisque forcément, ceux qui étaient à Paris avaient les animés pendant leurs vacances. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ceux qui étaient sur les autres zones perdaient soit 1, soit 2 semaines de diffusion. Et pour les combats Dragon Ball, c'était extrêmement frustrant. Donc j'ai commencé comme ça. Et ensuite, le manga est arrivé donc, en version papier chez Glénat, notamment avec donc, Dragon Ball. Et la transition s'est faite à mon niveau, tout naturellement. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'époque, les personnes qui regardaient ces dessins animés, mais surtout qui en discutaient, qui manifestaient leur passion à l'égard de ces dessins animés-là, comme tu le disais déjà, ils n'avaient pas estampillé, enfin ils n'avaient pas identifié cette culture populaire japonaise. Ils recevaient en fait de la fiction de manière décontextualisée, c'est-à-dire qu'en fait ce qui les intéressait c'était simplement les histoires qu'on leur racontait. Toi, c'est quand que tu as commencé à réfléchir un peu et peut-être à essayer de te renseigner sur la provenance de ces récits, qui les avait faits et comment ils avaient été faits? Alors, j'ai commencé à me renseigner sur la provenance de ces récits à partir du moment où il a commencé à y avoir des polémiques sur les diffusions de ces récits. Je prenais l'exemple de Dragon Ball. Il faut savoir que Dragon Ball au Japon, c'est un shonen, donc à destination d'un lectorat adolescent. C'était diffusé à la télé dans une émission jeunesse, donc était regardé à partir de 6 ou 8 ans. Et à un moment, les pouvoirs publics se sont emparés un petit peu du sujet en disant mais non, mais Dragon Ball, c'est pas pour les enfants. Et donc, tous les mangas, tous les animés japonais comme ça ne sont pas pour les enfants. Et je ne comprenais pas parce que moi je suivais, j'étais fan. Pour moi il était évident que non, je n'allais pas balancer des kamehameha à tout bout de champ et je ne comprenais pas. Et comme il y avait une polémique, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu essayer. Et à partir du moment où je me suis penché sur la question, c'est là où j'ai découvert que du point de vue, on va dire, des personnes qui faisaient venir les dessins animés en France, il y avait une sorte de culture comme quoi c'est du dessin animé, donc c'est pour les enfants. Alors qu'au Japon, le fait que ce soit un animé ne voulait pas dire que c'était pour les enfants. Et c'est là où j'ai commencé à me pencher sur justement l'origine japonaise de ces œuvres et où j'ai commencé, on va dire, à être un petit peu plus au courant entre le shonen, le shoujo, le seinen, etc. C'est un problème de classification par ailleurs qui dure encore aujourd'hui. C'est vrai que le grand public, en règle générale, quand on lui parle
et de bande dessinée et d'animation, en fait, il identifie clairement un public jeune, voire un public enfantin, on va dire. Oui. Et c'est vrai que on peut imaginer la réaction de certains adultes ou de certains parents devant certains dessins animés qui étaient diffusés à la télévision, qui n'étaient pas forcément à destination des enfants, et qui pourtant nous sont arrivés sous les yeux, quoi. Oui, oui, exactement. Je me souviens quand je regardais les épisodes, donc les dessins animés, mes parents trouvaient que je regardais trop la télé, donc ils avaient même essayé de mettre en place des sortes de quotas avec un certain nombre d'heures d'écran par jour. T'avais vraiment pas de chance, hein. Je m'insurgeais. Je comprends, ouais. Mon Dieu. Oui, il y avait ce genre de questionnement, et le fait d'expliquer que oui, mais c'est pas parce que c'est un dessin animé que c'est forcément pour les enfants. Il a fallu un certain temps, et il a fallu aussi des propositions créatives de la part, on va dire, d'autres studios, que ce soit des studios japonais ou même des studios français, pour faire comprendre qu'en fait le dessin animé d'une manière générale et le manga ensuite, c'était réellement un médium culturel d'expression, et qu'il pouvait s'adresser à tout un tas de publics, et qu'on pouvait avoir par exemple différents niveaux de lecture, des œuvres qui peuvent se lire à la fois pour les plus jeunes et pour les adultes, ou simplement des histoires plus à destination des adultes, mais qui soient clairement comprises comme cela. Et avant, lorsque les animés étaient diffusés, il n'y avait pas, on va dire, cette différenciation, cette explication, ce qui a pu amener à l'imbroglio qu'on a connu à l'époque. On va regarder un petit spot SNK pour voir la dernière collection textile qui met en scène en valeur l'attaque des Titans. Et juste après, on va recevoir notre invité de marque, qui a un petit peu de retard, mais qui va nous rejoindre. Donc je pense que le timing est parfait. Je pense qu'on peut regarder ce spot. Eh bien, Brigitte devait être là, en fait. Et, la téléportation elle va pas tarder à arriver, mais non, ce que je trouve assez... je me reconnais plutôt dans ce que tu dis. Moi, on est à peu près de la même génération. J'avais la chance d'avoir des parents extrêmement permissifs, donc du coup, je pouvais regarder et me gaver de toutes les séries, en fait, toutes les séries qui étaient diffusées à l'époque. Mais il y a quand même quelque chose, moi, qui m'avait interpellé, je ne sais pas si c'est ton cas aussi, c'est que quand on se retrouvait face à ces productions-là, je pense que ce qui nous a harponné très vite, c'est que ce qu'on voyait là, on ne le trouvait nulle part ailleurs, en réalité. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que le manga s'est imposé, qui a fini par s'imposer comme une culture de masse, alors qu'à l'origine c'était plutôt quelque chose de contre-culturel. Oui. C'est parce qu'en réalité, ce qu'on lisait, c'était ni du comics, ni de la bande dessinée franco-belge. Il y avait une énergie, il y avait un mouvement, il y avait des récits qu'on pouvait trouver nulle part ailleurs, en fait. Oui. Oui, oui. Alors en fait, moi je m'étais un peu penché sur la question parce que tu me disais justement je suis devenu éditeur de manga chez Glénat. J'ai fait des études du métier du livre et notamment une de mes questions c'était les mangas sont-ils un phénomène de mode? Et je m'étais posé la question de pourquoi est-ce que les mangas sur leur forme papier fonctionnent, ont rencontré un tel succès. Et j'avais abouti à la conclusion que c'était, on va dire, le fruit d'une sorte d'un heureux hasard où en fait les mangas sont arrivés pour proposer une lecture à des lecteurs adolescents qui n'avaient tout simplement pas de support de lecture qui leur correspondait. Et donc on avait beaucoup d'histoires pour pas cher, pour très souvent avec des thèmes qui leur plaisaient. Et donc c'est tout à fait compréhensible que ça ait pu fonctionner. Entrer dans le champ de Brigitte, mais c'est une entrée dans le champ. Bienvenue, bienvenue. Bonjour avec ma bouteille d'eau. Bienvenue. Donc je vais résumer tout ce qu'on s'est dit en 5 secondes. Donc voilà. Est-ce que vous allez bien? Très très bien. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est un peu l'essentiel même. Dans l'idée, c'est effectivement, on était en train de parler un peu de nos expériences personnelles, mais qui vous concernent, mais qui te concernent, si je peux employer le tutoiement. Bien sûr. On parlait justement de la manière dont on avait reçu, nous, enfants, cette culture japonaise, qui était une culture populaire en réalité, mais qu'on n'avait pas vraiment identifiée comme étant japonaise. Il y avait, absolument, personne ne savait. Voilà, on n'identifiait même pas l'exotisme. En fait, la seule chose qui nous avait vraiment marqué et qui nous avait harponné, c'est qu'on regardait quelque chose qui ne ressemblait à aucune autre en réalité. Et moi, j'ai vraiment une question à te poser, c'est-à-dire que... avant, cette culture était clairement une sorte de contre-culture, plutôt une sous-culture, considérée comme une sous-culture. Aujourd'hui, c'est devenu une culture de masse qui a été anoblie par des médias grand public, etc. Par vous? Par nous, mais par le public. voilà. Et puis aussi, c'est vrai que parfois,
on fait des procès à Télérama, etc. Mais il y a des équipes qui ont changé, qui ont tourné. Oui, et tant mieux, effectivement, oui. voilà, des personnes qui avant n'étaient pas en âge d'écrire dans Télérama, aujourd'hui le sont et Oui. ont été biberonnées aux mêmes choses. C'est ça. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est que quand toi, tu travaillais justement sur des séries comme Dragon Ball, par exemple, et quand tu disais que tu doublais ce genre de série-là à ton entourage, à des amis ou même à ta famille, qu'est-ce qu'ils disaient et comment ils réagissaient? Est-ce qu'ils comprenaient concrètement ce que tu faisais? Alors non, clairement, mais, mais clairement les gens autour de moi n'ont jamais compris le métier que je faisais. Tu sais, En plus, on te doubleur, c'est demande, compliqué voilà. ouais. Alors on te demande, tu dis je suis comédien, ah oui, mais tu fais quoi d'autre dans la vie? En général, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Quand on est artiste, ah ouais, mais tu fais quoi d'autre? Bon, alors déjà tu expliques que tu es comédien et que c'est ton métier principal. Pardon, et j'ai que... dit doubleur en fait, mais il vaut Oui. mieux dire. Enfin, Oui, en fait, on on dit dit comédien ou comédien de doublage, n'est-ce pas? En fait, c'est un peu compliqué. Effectivement, les doubleurs sont nos patrons de doublage. D'accord. Tu vois. Et mais c'est vrai que couramment les gens disent doubleur parce qu'on n'a pas de mots comme les seiyuu en japonais, ouais. etc. Après, effectivement, nous, on se sent plus comédien que. Les boulettes. Oui, absolument. De toute façon, on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas comédien. Hein. Voilà. Et à part, sinon, pour revenir à ta question, effectivement, même dans mon métier, il était difficile de dire que tu faisais de l'animé japonais, où on appelait ça du dessin animé, quoi. Mais le dessin animé qui n'était pas Disney ou qui n'était pas Disney, en fait, était de la sous-culture. Et c'est vrai que moi, j'ai été mis assez de côté très rapidement, même dans mon métier, parce que je faisais du dessin animé. Et moi, j'adorais ça, quoi. Et il y avait du coup vraiment une différenciation, parce que tu dis ce qui n'était pas Disney, c'était mis de côté. Ah oui. J'ai souvenir, quand j'étais jeune, qu'il y avait bien évidemment beaucoup de productions japonaises, mais il y avait aussi un peu de production, on va dire, européenne, un petit peu, voilà. Ça aussi, c'est considéré comme du sous, où il y avait vraiment une segmentation, c'est japonais, c'est pas bien, et le reste, ça passe. Le dessin animé, en général, c'était de la sous-culture. D'accord. C'est comme quand tu lisais de la bande dessinée. D'accord. Ok. Quand tu lisais de la bande dessinée, on disait, prends un livre. Oui, il y a plus de ça, texte. c'est pas de la Ouais, littérature, c'est pas etc. la littérature. Ouais, bien sûr. Quand tu regardais un dessin animé, on disait, oh, mais regarde un film. Tu vois. Aujourd'hui, ça a changé. Et après, en plus, quand tu faisais non seulement du dessin animé, mais des animés japonais, alors là, c'était encore plus de la sous-culture. Moi, il y a des gens qui m'ont dit... je leur demandais pourquoi ils ne travaillaient pas avec moi. Ils m'ont dit, nous, tu vois, on fait... Enfin, un vrai métier. Voilà, on fait du film. Je dis, mais moi, je fais quoi? Oui, bien sûr. Et, Tu as vraiment senti que c'était une casserole à par moment que tu te trimballais en fait? parfois, oui. Ouais. Parfois, oui. Oui, même dans mon métier, hein. Même maintenant encore. Hein. D'accord. Même maintenant, il y a toujours un peu la différence entre les gens qui font du film et ceux qui font de l'animé. Et c'est vrai que moi, malgré moi, on m'a un peu spécialisée dans l'animé parce que d'abord, j'adore ça. Et puis qu'apparemment, ma voix, elle colle bien là-dessus. Mais tu vois, j'ai jamais réclamé de faire que ça, quoi. Et en fait, les choses ne s'imbriquent pas vraiment. Et puis en plus, tu sais, tu as des studios qui font que de l'animé. Et puis d'autres studios qui font du film ou du long métrage. C'est encore autre chose. Et effectivement, les gens qui ont fait des japonaiseries, en fait, on les mélange pas au reste. C'est un peu dommage, parce que je pense que j'ai pas fait que de la japonaiserie, justement, et que j'ai fait des tu vois, je me souviens de Conan le Fils du Futur, tu vois, quand il est arrivé en France, je trouvais ça mais tellement extraordinaire. Et j'ai découvert ce petit bonhomme et cet univers, je disais c'est dingue et tout ça, mais j'ai l'impression que autour de moi, même les comédiens, même les gens qui étaient avec moi, comprenaient pas mon engouement pour ce produit. Non. Du côté caractéristique. Et je sais pas si tu te souviens, mais même à la télévision, c'était coupé en tronçons de 5 minutes. Oui. Un film de 26 minutes de Miyazaki. T'imagines aujourd'hui, tu fais ça, tu dis du délire. le film paraît un peu long, je vais le couper en tronçons. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on pourrait pas. C'est vrai qu'à l'époque, c'était diffusé 5 minutes tous les jours et le samedi soir, l'épisode complet. Mais parce qu'on ne connaissait pas cette culture, il fallait l'apprivoiser et s'apprivoiser aussi. Et puis, il fallait être curieux aussi. Et puis, une fois que moi, je suis tombée dedans. J'ai même pas eu à réfléchir. Je suis tombée dedans. J'ai eu des personnages formidables comme Bangoku, comme Conan, comme Martin dans La Petite Fermière, Cathy la Petite Fermière. Des gens comme ça où j'avais des choses à défendre. Et je trouvais que ce que ça dégageait, ce que je défendais était vraiment
Très positif. positif. J'ai une question pour vous deux. À quel moment vous avez commencé à sentir le regard des professionnels et le regard du public et le regard des commentateurs, par exemple journalistiques, changer sur ce que vous faisiez, sur ce que vous aimiez? Est-ce que vous avez pu dater ça, sentir à un moment que tiens, le vent commence à tourner, je vois que je suis un petit peu plus respecté, je vois que ce que j'aime est un peu plus respecté? Vous avez identifié ce passage-là? Alors moi, on ne peut pas dater, dire à partir de maintenant, les médias parlent du manga en bien. Je pense que déjà, on a eu un premier changement, on va dire, vers le milieu des années 90, à partir du moment où on a commencé à avoir une presse spécialisée liée à l'animation. Avant, on avait, on va dire, des médias très grand public, mais on n'avait pas de presse spécialisée. À partir du moment où on a une presse spécialisée liée à l'animation, certes, elle s'adressait à un public de niche, hyper spécialisé, hyper spécifique, avec ses codes, mais le fait qu'un média existe et puisse exister de manière pérenne sur plusieurs numéros et plusieurs années, c'était bien la preuve qu'il existait une communauté autour de ça. Et ça a permis, on va dire, à tous les fans de manga et d'animation de se sentir un petit peu, je dirais, reconnus, existants. Pas simplement, on va dire, adeptes d'une sous-culture, mais justement avec des valeurs à partager, des supports à partager. Et après, à partir du moment où il y a eu, je dirais, ces médias spécialisés, petit à petit, ça a essaimé. Et bien évidemment, le développement d'Internet et des réseaux sociaux. Oui, médias spécialisés, il faut préciser. Oui, pour nos plus jeunes spectateurs, qu'il n'y avait pas Internet et qu'à l'époque, il y avait quelque chose qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le papier. Exactement. Sur lequel il y avait des articles imprimés. Ça existe encore aujourd'hui. Et j'imagine que tu fais référence, par exemple, à Animeland. Oui. Moi, mes premières interviews étaient pour Animeland. Mais personnellement, moi, ça a changé au moment où il y a eu Internet qui est arrivé. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes venus directement me joindre. J'avais ouvert une page Facebook, toi, en me disant... on ne sait jamais. Non, mais toi, soyons modernes, quoi, tu vois. C'est quoi ce truc et tout ça? Et en fait, ma page, elle a explosé en quelques jours. Elle était déjà à 5000. Donc, je dis, mince, et je me souviens, j'avais appelé Éric Legrand qui me dit, mais banane, il fallait ouvrir une page. Mais je ne pensais pas qu'on avait autant de gens qui s'intéressaient à nous. Qui connaissaient ton nom, qui t'avaient identifié, en fait. C'est ça, parce que c'est tellement un métier de l'ombre, en fait, de l'effacement. Tout à fait. Même si la voix domine, c'est quand même un métier de l'effacement. Tout à fait. Et puis après, il y a eu une deuxième vague où c'est quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, en fait. Là, ma chaîne, elle a explosé. Je crois que j'ai battu tous les records de rapidité. Je crois qu'on a eu 100 000 dans la journée. 100 000 abonnés, tu te rends compte, c'est dingue. C'est énorme. Et on a fait 200 000 en 2 semaines, je crois. Et là, les gens sont venus à moi et les médias sont venus à moi. Ça a changé tout. Bah oui. C'est-à-dire que, effectivement, les gens de Télérama, à qui j'écrivais dans les années 80 en disant « Mais j'ai eu le rôle principal là-dedans, vous ne mettez jamais mon nom, pourquoi ?» Ils disaient « Ouais, mais non, on s'intéresse aux gens qui font un peu de médias, etc. » Et là, d'un seul coup, c'est moi qui étais dans les médias, tu vois, et ils avaient envie de m'interviewer. Je dis « Mais le monde a changé ?» Ils me font « Bah oui, nous, on t'a écouté quand on était petit, on sait qui tu es. » Et c'est drôle, hein. C'est ça, ouais. Et c'est chouette. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui est génial pour moi, c'est que je travaille avec les gens que j'ai fait grandir. Tu te rends compte? Je ne sais pas si c'est arrivé à beaucoup d'acteurs, mais souvent, toi, tu as lancé un truc, tu as avancé dans le temps et en fait, ce que tu vois réagir et agir face à toi sont des gens que tu as fait grandir et qui connaissent tout de toi, tout de ton parcours et qui te font faire des choses que tu n'as encore jamais faites. Ça, c'est génial. Il y a eu, j'imagine aussi, les invitations en convention et en salon. Ça a commencé quand? C'est quand qu'on a commencé à te faire venir et que tu as pu voir en fait les gens qui te connaissaient en chair et en os, Alors, quoi. la première fois, je me souviens, c'était à Japan Expo. Okay. C'est les amours de ma vie, hein, je dois dire. Voilà. J'étais avec Éric Legrand et Éric Etcheverry qui faisaient Gypsy dans Conan, Fils du Futur. Et non, pas dans... Oui, c'est ça, dans Conan. Et on était tous les trois, on nous dit, vous allez faire une conférence, on se regarde, on dit, mais une conférence sur quoi? Sur votre métier. Mais ça va intéresser qui? Il y a des gens. Les gens. Et on est entré par l'arrière de la scène, tu vois. Donc on nous dit, vous montez, et puis on monte sur scène et on voit un parterre de gens immense. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais c'est pour vous. Et là, tu vois, il y a eu une prise de conscience en disant, ah, mais en fait, tout ce qu'on a fait a été regardé.
sais, parce qu'on n'avait pas cette conscience-là. On a toujours travaillé dans un cinéma noir, toi, dans une pièce noire où on était seul au monde. Et d'un seul coup, tu as des milliers de personnes qui arrivent et qui disent « Oh, j'adore ce que vous faites, j'ai regardé, je connais tout ». Qui disent « Mais pourquoi dans l'épisode 21, tu dis ça alors que dans le 23, tu as dit… toi ?» Et tu fais « Mais en fait, ils ont tout regardé, quoi ». Ça, c'est génial. C'est intéressant. Et cette réception critique un peu méprisante parfois, c'était une chose que tu évoquais avec tes collègues comédiens de doublage, justement, ou est-ce que finalement vous avanciez un peu vaille que vaille en disant bon bah voilà c'est comme ça, nous on fait notre travail le mieux qu'on peut et puis peu importe. C'est ça. Nous on avait notamment sur Dragon Ball un directeur artistique qui était Pierre Trabot qui faisait aussi Tortue Géniale et qui nous disait on comprend pas très bien cette culture et c'est vrai on ne savait rien de rien. Il n'y avait pas les mangas papier en France. Hein. Et on ne savait même pas où était le Japon. Vous n'aviez pas de personne coordinatrice avec le Japon qui venait vous expliquer, corriger éventuellement des contresens. Même les auteurs. Les auteurs, ils avaient une vague traduction en anglais. Oui, bien sûr. Mais on leur disait même pas que ça venait du Japon. Enfin, toi, on le savait. Je sais même pas comment. Si, je pense que sur Dragon Ball, la version qu'on écoutait était en japonais. Mais souvent, c'était en italien, qui avait été mal traduit du japonais. Enfin, tu vois, les pauvres auteurs, ils devaient s'arracher la tête. Alors, quand on dit, tu dis pas ceci, alors que dans le manga, il y a marqué cela, tu fais… Remets dans le contexte et tu verras, le manga, ça n'existait pas. D'une traduction, donc on commence à s'éloigner de plus en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, on parlait des conventions et des magazines spécialisés. C'est vrai que ce qui a impacté et pesé sur la manière dont les gens percevaient et perçoivent la culture populaire japonaise, c'est quand les fans ont commencé à se fédérer. Donc effectivement, il y a eu une première fédération avec les salons, avec les fanzines, et puis après, il y a eu un mouvement assez naturel, c'est quand certains fans, en fait, ont commencé à avoir du pouvoir, c'est-à-dire quand ils ont commencé à avoir des postes à responsabilité dans la production, dans l'édition. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as senti Alors, c'est quelque chose que j'ai senti au fil du temps, parce que donc le manga, donc les animés, donc milieu des années 80, donc ça fait 30-35 ans. Et en fait, ce que j'ai constaté d'une manière générale, on va dire, dans le milieu créatif global. Je ne parle pas forcément uniquement des postes à responsabilité, mais en fait, toutes les personnes qui ont grandi avec le manga, avec les animés, etc., et qui se destinaient justement à des postes créatifs, ont été biberonnés et ont intégré les codes du manga et sont ensuite justement arrivés à des postes créatifs dans leur ensemble, avec plus ou moins de responsabilité, mais ils avaient déjà l'école. Ce qui fait qu'on est passé d'un état où les personnes qui proposaient des dessins animés vis-à-vis du public, les proposaient parce que c'était des dessins animés, à des créatifs qui connaissaient le manga, qui savaient ce que c'était et qui du coup en avaient une vision et étaient plus à même de le défendre. Donc ça s'est fait au fur et à mesure du temps et ça a permis aussi justement quand on avait des journalistes qui posaient des questions que les personnes qui leur répondent disposent des clés de compréhension des mécanismes et aussi je dirais bien positionner les dessins animés. On disait tout à l'heure que les premiers dessins animés, Dragon Ball, etc., quand ça avait été diffusé à la télé, c'était au motif que c'était pour les enfants, alors que ça ne l'était pas forcément au départ. Quand les personnes qui étaient au fait de la culture manga ont eu ce genre de poste, on n'a plus du coup ce genre d'écueil. Et comme on n'a plus ce genre d'écueil, les médias n'avaient plus cet effet grossissant en mode « Oh là là, les mangas, c'est pas bien, c'est que de la violence ». Donc ils ont été obligés de se tourner vers d'autres choses et de constater la richesse de l'univers, du média et des supports. Et c'est là où on a vu que peu à peu, ça a changé. Et on le constate aussi avec un autre élément qui est en parallèle, c'est que alors qu'on avait des personnes à responsabilité qui connaissaient le manga, qui peu à peu s'inséraient dans la vie active, on a commencé à avoir aussi des écoles, justement, se développer des écoles de cours de japonais, des écoles de cours de dessin, etc. Donc vraiment une ouverture vers la culture japonaise. Et donc on était sur, on va dire, sur simplement un schéma d'agrandissement, d'ouverture vers le Japon, là où avant on était juste dans un principe de réception de ce qui existait au Japon, et bien en fait cette réception s'est transformée en curiosité, et la curiosité avec les communautés, sa principale caractéristique, c'est qu'elle est contagieuse, donc elle se développe. Ouais, c'est génial. Et c'est vrai que ça a suscité beaucoup de métiers, de gens qui sont partis au Japon, de gens qui ont appris le japonais, des gens qui ont dessiné. Moi aujourd'hui je travaille dans les productions de dessins animés avec des gens qui dessinent et qui ont tous grandi avec Dragon Ball, quoi. Et, mais quel bonheur!
On partage ça ensemble, tu vois, et on se fait des petits clins d'œil, même quand ils me font un petit personnage, même si c'est un ver de terre, il y a toujours une petite référence, tu vois, en disant ça va la faire marrer, tu vois, et c'est tellement chouette de vivre ça. J'ai beaucoup de chance. Oui, c'est certain. Puis ce qui est intéressant, enfin moi j'ai la sensation qu'il y a eu, comme s'il y avait eu une sorte de passage de relais entre à la fois différents médiums et différentes générations. C'est vrai que, parce que là on parle de culture japonaise, c'est vrai que en fait, c'est tellement large, c'est tellement Tout vaste. à fait, bien sûr. Des personnes se sont intéressées au Japon avant que des dessins animés soient diffusés et avant que des mangas soient publiés. Évidemment, il y a des gens qui s'intéressaient à la littérature japonaise, des personnes qui s'intéressaient aux estampes, qui s'intéressaient au cinéma, aux films d'Akira Kurosawa par exemple. Donc déjà, il y avait des passionnés de cette culture-là. Sauf que, à moins d'être japanophone, il y avait très peu de littérature, il y avait très peu de documentation. Ce qui a beaucoup changé aujourd'hui. Il y a énormément changé. Dingue. Et c'est vrai qu'il y a eu cette bascule de fait vers la fin des années 80, avec aussi, enfin en tout cas moi je l'ai perçu et vécu comme ça, avec aussi le jeu vidéo, qui est une culture connexe et qui a aussi ouvert une porte sur c'est bien complété sur le Japon. Et ce que je trouve intéressant et qui n'est pas toujours malheureusement pratiqué par les fans de manga ou d'anime, c'est essayer de marcher un peu à rebours, c'est-à-dire se servir du manga ou de l'animation ou du jeu vidéo comme d'une porte d'entrée, puis ensuite voir ce qui a été fait plus tôt, avant en fait. Bien sûr. Et c'est vrai que parfois, si je vais faire une critique, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que le fan de manga manque un brin de curiosité. C'est possible, oui, parce qu'il est dans son univers à lui. Et on le cajole dans cet univers, c'est-à-dire qu'en plus, voilà, on lui fait une émission, on lui fait une chaîne Twitch. En fait, il y a un peu un effet de cloche. Voire même de clocher, qui peut être un peu tourner en boucle et qui peut être non pas dangereux, mais qui peut être un peu dommage, parce que sachant que le manga et le dessin animé parlent effectivement à plein de charrie énormément de thématiques et d'expressions, et que ces expressions-là, elles font aussi écho à des expressions passées, à une histoire. C'est dommage de se contenter parfois uniquement de ce qu'on nous a proposé et de ne pas aller un peu plus loin. Est-ce que vous, en tant qu'acteur de ce métier-là, vous avez essayé d'aller plus loin dans votre démarche? En tant que créateur, oui, quand sur ma chaîne YouTube, je propose autre chose que du manga ou que du Dragon Ball, il est évident que je fais beaucoup moins de vues. Bah, évidemment, ouais. Toi, et t'as beau dire aux gens, mais regardez, parce que ça va vous faire marrer, ou parce que on parle d'un truc intéressant, ou parce que vous me posez la question, mais en fait, je vous réponds en vidéo. Et en fait, ils n'ont pas toujours cette curiosité-là. C'est un peu ce qu'a vécu Cyprien avec son dernier court-métrage. Son court-métrage, oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que toi, les gens le suivent et puis ils l'adorent et puis le suivent depuis toujours. Et il propose quelque chose, il est courageux d'ailleurs, je trouve que c'est formidable. Il propose quelque chose autre qui est artistique, qui lui correspond plus à lui personnellement. Et là, les gens, ils viennent pas voir ce qu'il fait. Et c'est triste pour un acteur, pour un créateur. Évidemment, ouais. Et moi, j'aimerais bien que les gens regardent aussi bien mes vidéos de Ninou que les vidéos où je parle de la radio ou de Twitch ou de ce qu'on partage en studio avec les copains ou une pièce de théâtre. Et c'est pas gagné. Je suis assez d'accord, je comprends ce que tu veux dire dans ce manque de curiosité. Alors, première étape... Je ne dis pas que c'est tout le monde, attention. Non, bien sûr, heureusement. Première étape, il faut juste rappeler que la culture manga dans son ensemble est très vaste, puisqu'on a le manga, papier, les animés, les jeux vidéo, etc. Tous les sujets. Je dirais déjà, ne rester que dans cette sphère, il y a déjà largement de quoi faire. Et oui, tout le monde ne manque pas de curiosité. Ce qu'on a pu constater en réalité, c'est que... je dirais ce manque de curiosité dont tu parles, je pense que c'est une sorte du pendant du rôle même du manga. C'est-à-dire que le rôle premier d'un manga, les gens vont dire c'est de raconter une histoire, etc. Non. Le rôle premier d'un manga, c'est de transmettre une émotion. Moi, je sais qu'une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment accroché au manga et pour lesquelles j'ai pleuré devant les mangas, quand notamment j'ai lu les Dragon Ball, c'est que justement, j'avais pas de filtre en fait. Ce qui se passait m'arrivait vraiment en plein cœur sans que j'ai besoin de réfléchir. Et ça m'avait marqué. Et à partir du moment où tu as vécu des expériences extrêmement fortes en termes